Épisode 1. La Révolution est-elle vraiment née en 1789? Partie 2. Qu'est-ce que la Révolution selon Monseigneur Gaume? Jusqu'à présent, nous avons parlé de la Révolution française comme d'un événement historique. Mais pour comprendre le raisonnement de Monseigneur Gaume, il faut accepter, au moins le temps de cette analyse, de changer complètement de définition. Car lorsqu'il écrit le mot « révolution », il ne parle presque jamais des événements de 1789. Pour lui, la Révolution est bien davantage qu'une période de l'histoire de France. C'est un principe, un état d'esprit, une manière de concevoir le monde. Et c'est précisément là que commence toute son argumentation. Dans son ouvrage, Monseigneur Gaume explique que les révolutions politiques ne sont que les conséquences visibles d'une révolution beaucoup plus profonde, une révolution des idées. Selon lui, avant de changer les lois, on change les consciences. Avant de transformer les institutions, on transforme les valeurs. Avant qu'un peuple ne renverse un roi, il faut d'abord qu'il cesse de croire que la royauté est légitime. Autrement dit, les événements historiques ne seraient que la dernière étape d'une évolution intellectuelle. Pour illustrer cette idée, imaginons une immense cathédrale. Pendant des siècles, elle domine la ville. Ses fondations sont solides. Ses murs semblent indestructibles. Puis, un jour, une fissure apparaît. Elle est presque invisible. Personne ne s'en inquiète. Les années passent. La fissure grandit lentement. D'autres apparaissent. La pluie s'infiltre. Les pierres commencent à se fragiliser. De l'extérieur, la cathédrale paraît toujours intacte. Puis arrive un violent séisme et tout s'effondre. Pour le passant, c'est le tremblement de terre qui a détruit l'édifice. Mais l'architecte sait que la catastrophe avait commencé bien avant. Monseigneur Gaume regarde la Révolution française de cette manière. 1789 n'est pas le séisme. 1789 est le moment où un édifice déjà fragilisé s'écroule définitivement. Mais qu'est-ce qui a fragilisé cet édifice? Sa réponse est simple, le changement de référence. Pendant des siècles, explique-t-il, les sociétés européennes se sont construites autour d'une idée centrale. Dieu constitue l'autorité suprême. La loi ne dépend pas uniquement des hommes, la morale possède un fondement transcendant. Le pouvoir politique lui-même reconnaît une autorité supérieure à lui. Qu'il s'agisse des rois, des magistrats ou des institutions, tous affirment exercer leur pouvoir sous le regard de Dieu. Cette vision du monde structure non seulement la religion, mais aussi le droit, l'éducation, la famille et la vie quotidienne. Puis, progressivement, selon Monseigneur Gaume, cette hiérarchie commence à être remise en question. L'homme ne se contente plus de chercher la vérité. Il veut désormais la définir lui-même. Il ne reçoit plus les principes, il prétend les créer. Petit à petit, la référence ultime cesse d'être Dieu. Elle devient l'homme. C'est ce basculement que Monseigneur Gaume appelle la révolution. Dans cette perspective, la révolution n'est donc pas une date. Elle est un déplacement du centre de gravité de toute une civilisation. Autrefois, la société s'organisait autour de Dieu. Désormais, elle s'organise autour de l'homme. Il est important de comprendre que cette analyse est profondément théologique. Elle ne cherche pas seulement à expliquer des événements politiques, elle propose une lecture spirituelle de l'histoire. Pour Monseigneur Gaume, toutes les transformations politiques, sociales et culturelles des temps modernes procèdent d'un même mouvement, l'émancipation progressive de l'homme vis-à-vis de toute autorité transcendante. À partir de cette idée, il relie plusieurs siècles d'histoire européenne. Il ne voit plus une succession d'événements indépendants. Il voit une seule et même révolution, qui change simplement de visage selon les époques, parfois religieuses, parfois philosophiques, parfois politiques, parfois sociales, mais toujours guidée, selon lui, par le même principe. C'est pourquoi il parle souvent de la révolution au singulier. Pour lui, il n'existe pas plusieurs révolutions. Il n'en existe qu'une seule. Ces manifestations sont multiples, mais son origine demeure identique. Cette idée surprend encore aujourd'hui. Nous avons tendance à compartimenter l'histoire. Nous parlons de la Renaissance,
de la Réforme protestante, des Lumières, de la Révolution française, du libéralisme, du socialisme, comme s'il s'agissait de phénomènes totalement distincts. Monseigneur Gaume adopte une logique exactement inverse. Selon lui, tous ces événements appartiennent à une même chaîne. Chaque époque prépare la suivante. Chaque génération transmet certaines idées à la génération suivante. Les conséquences apparaissent parfois plusieurs siècles après les premières causes. Il compare implicitement cette évolution à un fleuve. Au départ, il ne s'agit que d'une petite source, presque invisible. Puis viennent les premiers ruisseaux, les affluents. Enfin, le fleuve devient immense. Lorsque celui-ci atteint la mer, personne ne songe à dire qu'il est né à cet endroit. Son origine se trouve très loin, dans les montagnes. Pour Monseigneur Gaume, la Révolution française est l'embouchure. Les véritables sources se trouvent beaucoup plus haut dans l'histoire européenne. C'est précisément cette remontée vers les origines qui constitue tout son projet. Et c'est là que son livre devient particulièrement original. Car contrairement à beaucoup de ses contemporains, il ne commence pas son récit avec Voltaire, ni avec Rousseau, ni avec Louis XVI. Il remonte encore davantage, beaucoup plus loin. Il va chercher les premiers indices à une époque que l'on présente généralement comme l'une des plus brillantes de l'histoire occidentale, la Renaissance. Une période associée à l'art, aux découvertes, à l'humanisme, aux grandes inventions et au renouveau intellectuel. Pourquoi un évêque du XIXe siècle voit-il dans cette époque le point de départ de ce qu'il appelle la Révolution? Pourquoi considère-t-il que la redécouverte de l'Antiquité a profondément transformé la civilisation européenne? Et surtout, comment un mouvement artistique du XVe siècle pourrait-il conduire 300 ans plus tard aux événements de 1789? C'est cette enquête historique que nous commencerons dans la prochaine partie. Car selon Monseigneur Gaume, pour comprendre la Révolution française, il faut d'abord comprendre la Renaissance. Et c'est probablement l'idée la plus surprenante de tout son ouvrage.